Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des médias et des fausses nouvelles, des fake news, comme on dit. Mais on va y aller dans le contexte des années 90. Donc, de plus en plus, aujourd'hui, en 2020, on blâme les médias alternatifs pour la dissémination de fausses nouvelles en ligne. Cependant, qu'en est-il des médias de masse? Qui s'assure qu'ils travaillent dans notre intérêt, dans l'intérêt du public, pour vous? S'ils nous mentaient, ou si vous mentez, comment le sauriez-vous? Est-ce qu'ils vous mentent? Est-ce qu'ils ont déjà menti au public? Ça, c'est une bonne question. Donc, on va regarder le cas ici, plus spécifiquement, de Roger Tétrault, qui, en 1991, avait décidé, un peu par vengeance, j'imagine, il avait décidé de nourrir les salles journalistiques de fausses nouvelles, et ça à travers le Canada entier. Puis il a fait ça pendant plusieurs années, jusqu'à temps qu'il avoue ce qu'il avait fait. Et puis là, personne ne l'avait cru. Jusqu'à temps que Radio-Canada réussisse à libérer un journaliste pendant 2 mois de temps, qui a réussi à faire toute la recherche, puis qui s'est rendu compte que Roger Tétrault, dans ce cas-là, disait la vérité, c'est qu'il avait menti aux journalistes pendant plusieurs années, qui était assez drôle, là. La conclusion, dans le fond, c'est que les journaux de masse avaient pris une approche un peu humble. Ils avaient dit, bon, ben là, il va falloir faire un meilleur travail, il va falloir vérifier, il va falloir être plus critique et plus sceptique des nouvelles que l'on diffuse. Si on avance en 2020, ben là, les médias essaient de dire à tout le monde, ben là, c'est pas correct, là. Vous, les journalistes citoyens, dans le fond, disséminer de fausses nouvelles, puis c'est mal, puis c'est dangereux. Il faudrait regarder là, dans leur propre cours arrière. Là. Donc, on y va immédiatement avec la vidéo, puis on va l'analyser là, au fur et à mesure. Un étrange personnage a réussi, tout seul, à berner pendant près de 20 ans la plupart des médias du pays. Il a même poussé la plaisanterie ou la leçon jusqu'à dévoiler lui-même les multiples supercheries dont il était l'auteur. Et le seul journaliste qui l'a cru cette fois-là est l'un de nos collègues du réseau anglais qui a consacré un long reportage à ces impostures, dont certaines ont eu des échos jusqu'à l'Assemblée nationale et jusqu'aux communes. Comment nous, les journalistes, avons-nous pu être aussi crédules? C'est ce que Catherine Kovacs va vous expliquer. Je ne dirais pas que c'est facile de manipuler les médias, c'est possible de le faire, mais il faut être assez rusé. Je pense que c'est de moins en moins admissible qu'on puisse se faire passer, si vous voulez, des sapins dans ce métier-là. C'est troublant de voir que c'est tellement facile de faire passer des canulars dans les médias. On a toujours pensé que les canulars, ça se passait ailleurs, qu'au Québec, on était à l'abri des imposteurs. Jusqu'à ce que le réseau anglais de Radio-Canada nous fasse découvrir Roger Tétrault la semaine dernière. Stop right there. Don't believe what this man is saying. He's a liar. Cet homme a manipulé les médias pendant plus de 20 ans. Pourquoi vous faites ça? Pour prouver qu'il est possible de faire gober aux gens et aux journalistes n'importe quelle histoire. Mais qu'est-ce qu'il a fait au juste de si répréhensible? Je vais juste arrêter pour un instant. Dans le fond, là, il parle comment c'est facile de faire gober n'importe quelle histoire aux médias. C'est arrivé aux États-Unis où des jeunes sur 4chan, c'est un genre de... pas un média social, c'est un... j'ai oublié le nom là, en français, là. Mais en tout cas, il avait disséminé de l'information comme quoi ça ici, c'était un signe de suprématie blanche, mais c'est le signe de c'est OK. Tout le monde a déjà fait ça. Là. Puis il avait donné ça aux journalistes qui avaient repris la nouvelle puis avaient commencé à attaquer là, plusieurs personnes, des politiciens, des célébrités qui avaient répété le mensonge. Puis ça, là, c'est arrivé il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Puis tout le monde avait repris la nouvelle sans vérifier. Donc, ça arrive encore. Attendez qu'on vous raconte.
Roger Tétrault est un ancien journaliste. À la fin des années 50, il travaille à la presse canadienne. Début 60, il côtoie le FLQ et se retrouve en prison. Il est accusé d'avoir posé une bombe dans cet immeuble de Montréal, ce qu'il nie. À sa sortie, 2 ans après, il rompt avec le journalisme et décide de se venger. En 68, c'est son premier gros canular, une histoire inventée à une période particulièrement tendue, sur l'existence d'un camp d'entraînement terroriste dans les Laurentides. La nouvelle paraît à l'époque dans le magazine 7 jours et crée tout un émoi parmi les journalistes et les politiciens. OK, avant qu'on aille plus loin, êtes-vous capable de me dire qu'est-ce qui cloche? Ça, c'est un camp d'entraînement du FLQ. Alors, regardez bien. Pensez-y 2 secondes. Et dites-moi si vous êtes capable de trouver l'erreur dans cette nouvelle-là. OK, time's up. Illustrer comment la preuve n'était pas là, c'est que 7 jours, on présentait en première page une photo d'un camp de guérilla et il n'y a personne qui a remarqué que les gars du camp de guérilla du FLQ de Laurentides, c'était des gars avec des sombreros, avec des palmiers comme les arbres à l'avant-page. Comme ancien journaliste, il connaît bien les trucs du métier. Il est habile, il change souvent de nom. En 71, c'est Robert Martin qui entreprend une campagne de dénigrement contre la seule femme ministre à Québec, Claire Kirkland-Casgrain. Il l'accuse de sexisme. 1 an après, elle démissionne. Il fera d'autres coups, mais en 86, c'est l'un de ses meilleurs. Yvon Rocher. OK, donc l'attaque du sexisme, ça, c'est de quoi qui se voit là tout le temps dans les médias de nos jours. On va assassiner le caractère, dans le fond. On va attaquer la personne, puis on va détruire son image afin de les faire démissionner ou les faire congédier tout simplement. Et qui s'intéresse au nucléaire depuis 10 ans, il a publié un manuel de survie en cas de guerre nucléaire, croit que la distance... Au lendemain de Tchernobyl, il se fait passer pour un expert nucléaire. Il se retrouve à notre téléjournal. Il y a à longue échéance des possibilités que certaines personnes en Amérique du Nord auront peut-être des séquelles mineures. Il a même choisi le nom d'Yvon Rocher, qui a un double sens. Entendez? Yvon Rocher. Ça devrait mettre la puce à l'oreille ici, là. Puis regardez, je sais pas, ça fait une couple de fois, quelques fois que je regarde la vidéo, là, mais d'après moi, ce gars-là, il a vraiment l'air aguissable. Mais ça, c'est juste mon opinion. Et ils vont se bousculer. Il croit que les journalistes vont avoir des soupçons, mais personne ne réagit. S'il aurait vérifié, là, la nouvelle n'aurait pas passé. Pour moi, là, j'ai poché mon cours de mathématiques en secondaire. Et puis en sciences, j'étais totalement zéro. Pour moi, là, un semi-conducteur, là, c'est un chauffeur de tramway de Saint-Pierre-2. C'est un semi-conducteur. Et vous êtes présenté comme un spécialiste du nucléaire. Du nucléaire. Et il n'y a personne qui a vérifié. Non. Ça montre bien que, dans le fond, les journalistes ne sont pas au-dessus de tout. Ils ne sont pas au-dessus de tout le monde, dans le fond. Donc, c'est ça. Est-ce que vous refuseriez un verre d'eau à un voisin assoiffé si vous étiez propriétaire de la plus de la moitié de l'eau potable sur la planète? 2 ans plus tard, il revient à la charge, sous le même nom, Yvon Rocher. Cette fois, il convoque la presse à titre de représentant d'un groupe écologique. Il veut donner de l'eau aux Américains. Cet été-là, en 88, le Midwest américain a un sérieux problème de sécheresse. La presse canadienne envoie 2 journalistes à la conférence de presse. La nouvelle est publiée dans tous les journaux canadiens. En plein milieu de l'été, lorsque tous les journalistes se rencontrent dans un endroit déterminé et qu'ils interrogent quelqu'un qui semble fort articulé et qu'ils reviennent au bureau avec un doute peut-être, mais quand même, il faut que la nouvelle se fasse, puis il faut que l'on donne de la copie à nos journaux, et nos journaux, eux, ont de l'espace à remplir. Alors, tout ça fait que on a, dans ce cas-là, tourné les coins peut-être un peu ronds. Quelques mois plus tard, il récidive. Cette fois, il se fait passer pour un grand sorcier, Tubal Cain. Il annonce un grand rassemblement de chamans à Montréal. Il fait même la première page du défunt Montreal Daily News. C'est pas la Terre plate. Roger Tétrault aurait pu continuer longtemps comme ça, mais il décide de passer aux aveux. Au mois de mars, il fait savoir à qui veut l'entendre qu'il est prêt à raconter son histoire. Seul le journaliste Stephen Langford de Newswatch mord à l'hameçon.
quand j'ai commencé à vérifier les choses dont il parlait et j'ai trouvé ces exemples-là. C'est-à-dire qu'effectivement, je vois la cassette au téléjournal où il passe comme expert nucléaire et je vois le journal, les journaux à Montréal où il a passé comme sorcier. Oui, j'ai commencé à croire. On pourrait croire que Roger Tétrault, alias Yvon Rocher, a une dent contre les journalistes. Eh bien, c'est pas tout à fait ça. C'est tout le système qu'il dénonce. Et en plus, il a l'intention de recommencer. C'est un manque de rigueur. C'est un peu aussi pour ça que je l'ai fait pour prouver que les journalistes n'ont pas le temps là, de passer des heures et des heures et des heures à aller vérifier toutes les faits dans tous les détails. C'est sûr qu'on reçoit quantité d'informations, on est soumis à quantité de conférences de presse, et c'est sûr que chaque élément de la conférence de presse, chaque paragraphe, chaque énoncé de la conférence de presse, on ne peut pas toujours à 3 heures, à 4h30, à 5h30 vérifier le détail et surtout avoir l'aspect critique à ce qui a été donné. Moi, je pense que la meilleure façon d'être critique vis-à-vis des conférences de presse et de tenir ses distances vis-à-vis des conférences de presse, c'est de pratiquer un journalisme plus spécialisé, d'avoir, comme on dit, un beat. Moi, je dirais qu'on n'a pas toujours le temps de vérifier tous les faits. Si on écoute les nouvelles, si on lit les journaux, on s'aperçoit que la très grande majorité des sources sont des sources connues, des sources souvent officielles, des sources fiables. Là où on n'a pas le temps, c'est d'aller vérifier ce qu'elles nous disent, ces sources. Les canulars de Roger Tétrault représentent finalement une bonne leçon d'humilité pour toute la fonction journalistique. C'est une très bonne leçon de journaliste. C'est une claque dans notre face. C'est un soufflet et puis on doit en profiter et réorienter. En fait, ça doit contribuer au débat dans la profession puis réorienter notre façon de faire du journalisme maintenant. C'est une bonne leçon et je pense que c'est enfin une chose qui n'est pas nécessairement malheureuse, mais plutôt heureuse pour nous parce que ça nous permet justement d'avoir meilleure réflexion sur la pratique du métier et revenir à cet aspect extrêmement important qui est celui du synthétisme, de le pratiquer à l'intérieur d'un certain cadre où les politiques journalistiques vous guident et vous permettent de faire une meilleure couverture. Si Stephen Langford a réussi à sortir cette histoire bien documentée, c'est... Donc ça ici, là, c'est le passage le plus important. Là. On nous dit que c'est important d'avoir l'esprit critique. C'est important de ne pas croire tout ce qu'on nous dit. Puis ça, là, c'est vrai, soit sur les médias sociaux, sur Facebook, sur YouTube, mais aussi dans nos médias de masse. Puis pourquoi c'est important? C'est que ces médias de masse-là sont capables de diffuser à une proportion beaucoup plus grande de la population que n'importe quel média social. Si moi, je partage une fausse nouvelle ou peu importe, j'aurais jamais la même... je serais jamais capable de diffuser un message comme les médias de masse le font. Aussitôt que Radio-Canada ou CBC, dans le Canada anglais, publie quelque chose, ça va rejoindre là, une 30aine de millions de gens, j'imagine. Possiblement. Donc, c'est d'importance capitale encore plus pour eux qu'ils s'assurent que l'information qu'ils diffusent soit de bonne qualité. Encore là, on a vu là, plus tôt M. Rocher qui avait prétendu être un sorcier puis qui avait organisé une conférence là, à Montréal. Si on diffuse ça sur les médias sociaux, c'est quoi le danger? Il n'y en a pas. C'est votre droit d'y croire. C'est drôle parce qu'il y a plusieurs têtes pensantes dans les médias qui nous disent non, c'est dangereux. Vous ne pouvez pas dissimuler des choses comme ça. C'est des croyances qui sont dangereuses. C'est votre liberté de conscience, c'est votre liberté d'expression. C'est pas négociable. Moi, je vois pas c'est quoi le problème. Là. Mais pour les médias de masse, de faire ça, c'est un problème. Et qu'il a été dégagé pendant 2 mois pour faire sa recherche. Il reconnaît lui-même que c'est exceptionnel. Ça lui a permis, en tout cas, de tout vérifier. Comme journaliste, vous et moi, on est dans le rythme du travail et on fait ça un peu comme une usine. Mais Tétrault nous a appris qu'il faut prendre une certaine distance et qu'il faut être sceptique.
Catherine Kovacs, à Montréal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. Une chose à remarquer aussi là, dans les médias de masse qu'on voit de plus en plus, c'est que c'est une même histoire qui est propagée à travers tous les médias. C'est un narratif, c'est une version des faits. Il n'y en a pas 3, 4 différents. Puis on dirait aussi que c'est basé sur un agenda. Puis ça, c'est un problème. Il n'y a pas beaucoup d'esprit critique ou de gens qui vont offrir des alternatives différentes. Et là, il faut se poser la question, les médias de masse, travaillent-ils encore pour nous? Pour qui travaillent-ils? Et s'ils ne travaillaient pas pour nous, comment ferait-on pour le savoir? C'est des très bonnes questions. Est-ce qu'ils ont déjà menti de par le passé? Bien là, on peut voir que oui, ils l'ont fait. Dans ce cas-ci, c'était surtout par accident, mais est-ce qu'ils pourraient le faire de façon intentionnée? J'imagine que oui. Là. Donc, plus de questions que de réponses. Donc, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Je vais essayer d'en faire plus. J'imagine que je vais essayer aussi de m'améliorer un peu là, au fur et à mesure. Donc, moi, je fais ça pour le plaisir, juste pour informer. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous inscrire, de partager, de placer vos commentaires, peu importe si vous êtes d'accord, pas d'accord. Moi, je supporte la liberté d'expression, donc allez-y. En autant que vous soyez respectueux, ça ne dérange pas, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Mais c'est important d'avoir la discussion. Donc, voilà. Donc, j'aimerais ça vous remercier encore une fois. On se dit à la prochaine. Puis, c'est ça. Bonne fin de soirée. Attention à vous autres.